Madame, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Ça dépend de quel coin de la partie de la Terre vous êtes ou vous nous suivez. Et ça dépend également de l'heure à laquelle vous avez décidé de suivre cette émission. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de l'émission Contre nous soit dit. Cette émission sociopolitique où on met des questions importantes sur la table avec nos invités. Nous tentons d'en débattre. Vous le savez, la question avait soulevé montagne et même rivière ici en RDC. La question des 200 millions de dollars américains qu'on disait que Albert Yuma aurait détourné à la GECAMIN. Lui avait joué un peu au lanceur d'alerte, le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ. Mais malheureusement, ça fait quelques 2 jours, on dit qu'il a fait un rétropédalage en publiant un communiqué récupéré par certains proches d'Albert Yuma qui s'en défendent aujourd'hui. On parlera de ces communiqués-là. À côté de ça, il est également à la tête d'un collectif qui s'est mis de plus en plus en place pour traquer celui que Mouyambo appelle des bandits ou des tortionnaires. Je parle des Kalev Moutonte. Il semble qu'une plainte est en pleine préparation. On reviendra également sur ce dossier-là. J'ai donc le plaisir ce soir de recevoir pour vous Maître Georges Kapiamba. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici chez vous. Je rappelle que vous êtes président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, bien sûr, ACAJ, qui est une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme. Bien sûr. Comment ça se porte à ACAJ déjà? Merci. D'abord, je vous souhaite bienvenue parce que c'est votre première fois de nous rendre visite ici. Non, je souhaiterais que ça ne soit pas la dernière fois. Sinon, ça va. Nous sommes en plein travail. Beaucoup d'échéances, beaucoup de choses. Nous avons tout un tas de rapports en vue. Nous allons bientôt, là, d'ici le 10 mars, présenter à l'opinion nationale et internationale notre rapport sur le fonctionnement de la justice. C'est un rapport qui devait être publié, mais que nous avons dû repousser compte tenu du fait que le président de la République venait de nommer de nouveaux responsables, plus hauts responsables. Qui ont d'ailleurs prêté serment aujourd'hui. Qui doivent avoir prêté serment aujourd'hui. Nous attendons d'abord entrer en contact avec eux pour discuter avec eux de leur plan du redressement de la justice, parce que vous savez que la justice est, comme on dit en anglais, down, donc elle dysfonctionne. Et nous avons le rapport que nous allons publier, un rapport détaillé sur le dossier de 100 millions. Donc nous avons un rapport sur la situation de la circulation et de la sûreté des personnes avec tout ce qui se passe, les différents accidents que le pays est en train d'enregistrer. Donc nous avons toutes ces échéances qui nous font beaucoup travailler, bien sûr. Maître Georges Kapiamba, comment vous répondez-vous à un certain nombre de personnes qui pensent que vous, notamment, et certaines ONGD, donc les ONG de défense des droits de l'homme ici chez nous, sont des ONG en réalité politisées? Vous, notamment, pendant longtemps, on a dit que vous étiez un anti-kabiliste. Aujourd'hui, on dit de vous que vous êtes une sorte de valet de l'impérialisme et du néocolonialisme, que l'Occident vous utilise, vous, les défenseurs des droits de l'homme, à leur guise, que vous recevez des millions d'argent venant de l'extérieur pour pérenniser la colonisation. Vous répondez comment à toutes ces accusations? Nous répondons brièvement en disant que ceux qui alignent ce genre de griefs, ces accusations, n'ont aucune preuve. Ça, c'est de 1. Et de 2, nous disons que c'est des gens qui ignorent qu'au terme de l'article 33 de la Constitution, les associations non gouvernementales, ce que la loi appelle ou la Constitution appelle les associations sans but lucratif, constituent l'un des piliers de la démocratie d'un État de droit. Donc une société civile vivante et agissante constitue une des garanties de la démocratie et de l'État de droit. Si nous ne sommes pas là, si nous ne surveillons pas l'action publique, les autorités... Mais parfois avec des casquettes politiques, donner l'impression que vous êtes un anti-kabiliste. Les kabilistes se plaignent beaucoup de vous. Je suis au courant. Heureusement que vous dites que c'est une impression, c'est une mauvaise perception de la part de ceux qui s'imaginent ce genre de choses. Tout ce que nous faisons reste tout simplement guidé et soutenu par la recherche du bien-être de notre population, c'est-à-dire faire en sorte que cette République démocratique du Congo puisse enfin se constituer comme un État de droit, une société démocratique, une société qui offre la protection de tous, protection à tous, et qui assure à chacun la même protection, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, mais que vous soyez en mesure au moins d'exercer vos libertés, de jouir de vos droits quand c'est nécessaire.
Georges Kapiamba, allons dans le fond du dossier qui nous amène aujourd'hui dans vos bureaux, c'est la question de la Gécamine. Vous étiez le premier à parler de cette affaire de 200 millions de dollars américains que beaucoup ont attribué à Albert Yuma, qu'on disait Yuma avoir détourné. C'est vous qui étiez les lanceurs d'alerte. Mais depuis 2 jours, vous publiez un communiqué que certains également considèrent comme étant un rétropédalage de votre part. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous reveniez sur certaines choses que vous évoquiez avant? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu beaucoup de choses, effectivement. Est-ce que nous sommes revenus sur ce que nous avions soutenu? J'ai dit non, jusque-là, sauf en ce qui concerne 2 aspects, à savoir l'existence du contrat. Est-ce que le contrat lui-même a-t-il existé? C'est-à-dire le contrat de facilité de près de 200 millions entre la Gécamine et la société Fleurette Moumi, oui ou non? Parce que nous avions aussi des doutes à l'époque sur son existence effective. Nous avons maintenant la certitude, au vu d'une documentation importante que nous avons eue, au vu des discussions que nous avons eues aussi avec des anciens premiers ministres de ces pays. Non, nous ne pouvons pas les citer parce qu'ils font partie des personnes ressources. Nous devons les protéger contre toute action de représailles. Mais ce sont parmi les anciens premiers ministres. Et donc, au vu de ces éléments, nous avons finalement eu la certitude que ce contrat a bel et bien existé et que l'argent a été transféré de l'ordre de 128 millions au bénéfice de... Donc, vous revenez sur 2 choses. La première, c'est que le contrat a bel et bien été signé. Vous avez aujourd'hui la certitude. Exact. La deuxième, c'est que l'argent a bel et bien été versé et aujourd'hui vous avez la certitude. Oui, tout à fait. Mais pourquoi commencer par nier l'existence de ces contrats pour le reconnaître avant? Est-ce que ça ne vous discrédite un peu, ça ne vous discrédite pas d'avoir dit 2 choses pour les vérifier après? Non, je pense qu'il faut rentrer dans nos 2 communiqués de presse, publiés le 20 et le 23 décembre. Nous avons tout simplement posé des questions. La première question, c'était de savoir pourquoi la Gécamine avait-elle pensé aller prêter de l'argent, emprunter de l'argent plutôt, auprès d'une société qui n'a pas dans son, comme on dit, dans son objet social, les prêts. Ça, c'était une question que nous avions soulevée. Deuxièmement, nous avions dit qu'à ce jour-là, il n'existait aucun élément fiable, irréfutable qui pouvait nous convaincre du fait du transfert effectif de cet argent au profit de la Gécamine. C'était des questions que nous avions soulevées, mais entre-temps, les 2 sociétés ont réagi, ont fourni des éléments qui, par la suite, nous ont permis d'asseoir notre conviction quant à l'authenticité de ces 2 faits. Là, ça ne pose aucun problème. Vous savez, ça fait partie, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme, indépendante, mais nous devons savoir assumer aussi notre responsabilité par rapport aux citoyens et aux autres acteurs. C'est comme en justice, on lance des poursuites contre vous, on vous juge et puis les juges constatent que non, au départ, les faits tels qu'ils ont été portés à notre connaissance avaient l'air d'être graves, avaient l'air d'être assis sur des preuves irréfutables, mais nous nous rendons compte que c'est le contraire et vous êtes acquittés. Et donc, ça fait partie de la responsabilité de chacun et du sens aussi de l'honnêteté intellectuelle. Maître Kapiamba, avant que j'aille dans le fond de certaines choses que vous, personnellement, vous avez dites sur la question, je voudrais quand même qu'on parle de l'homme qui était au centre de cette affaire, Albert Yuma. Aujourd'hui, ses partisans crient à la victoire, ses partisans disent que vous avez été instrumentalisé par ses ennemis politiques. Je cite notamment monsieur l'ancien ministre de la Santé, Kabange Numbi, qui a tiré à boulet rouge sur vous, évoquant notamment des questions tribalo-ethniques. Il se pose la question, il dit « Rien n'a changé depuis le départ. On vous disait que l'homme et la Gécamine n'y sont pour rien, mais vous avez été instrumentalisé. » Quelle est la responsabilité d'Albert Yuma? Parce que l'affaire a été cristallisée sur cet homme-là, qui l'a volé, qui l'a détourné. Maintenant que vous avez des éléments, Yuma en est pourquoi dans cette affaire? Alors, je voudrais répondre avec 2 petits éléments. Premièrement, en ce qui concerne la responsabilité des uns et des autres, s'agissant de la gestion de l'argent, soyez patients, prenons un rendez-vous dans 10 jours. Nous allons publier un rapport plus détaillé
qui pourra éventuellement répondre à cette question. Deuxièmement, en ce qui concerne les communiqués publiés par M. Félix Kabange-Numbi, la CAJ vient de lui répondre. Nous lui avons répondu en tant que citoyen pour lui dire, attirer son attention sur le fait que le travail de la CAJ n'a pas commencé seulement sur le dossier Yuma et qu'il est malheureux, regrettable de constater que quelqu'un qui a été dans le passé récent ministre de la République et qui pour le moment est député national puisse faire la lecture des faits portant sur la gestion des finances publiques d'un patrimoine de tous les Congolais et toutes les Congolaises en voulant réduire la question tout simplement à l'ethnie, à une province. Et nous avons exprimé, la CAJ a exprimé ses profonds regrets et lui a demandé de respecter le travail des autres. Mais j'en profite, ce que nous n'avons pas mis dans les communiqués, pour lui rappeler qu'au terme de l'article 151, il est interdit aux membres des pouvoirs exécutifs et législatifs de tenter à influencer les cours de l'administration de la justice, ni de chercher à adresser des injonctions à la justice à l'occasion de l'exercice de ces fonds. Non, mais M. Kapiamba, j'ai les communiqués de messieurs Numbi avec moi, mais rencontrez-le sur ce qu'il dit. Il pose notamment la question de savoir qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. Il dit que la question mérite d'être posée, les motivations de cette association qui s'est dit défenseuse des droits de l'homme doit faire l'objet d'une enquête. Qu'elle nous explique l'élément nouveau qui a été ajouté au dossier et leur permettre de revoir leur avis sur le contrat Gécamine. Okay. Il a le droit de se poser des questions. On a l'impression que c'est vous qui vous discréditez dans cette affaire, M. Kapiamba. Pas du tout, mais les deux éléments nouveaux qui se sont ajoutés sont un. D'abord, lorsque l'affaire est sortie et révélée, que ce soit la Gécamine, que ce soit Ventora, aucune de deux sociétés n'avait accepté produire la copie du contrat. Et je vous informe que la Gécamine a refusé de produire même ces contrats depuis l'année 2018, lorsque le conciliateur des litiers, l'initiative de transparence qui est instaurée dans notre pays, qui est un organisme de l'État au sein duquel travaillent aussi les ONG de la société civile, la Gécamine a refusé de produire ces contrats. Mais enfin, nous avons la copie authentique, authentifié de ces contrats. Deuxième élément, c'est que lorsque l'affaire est révélée, la Gécamine, comme Ventora, n'avait pas produit l'historique des SWIFT, c'est-à-dire l'historique du mouvement de transfert depuis la banque autrichienne, en passant par la banque correspondante ING jusqu'à la Robank. Mais maintenant, nous avons eu accès à ces éléments. C'était des éléments qui manquaient. On ne pouvait pas les croire comme ça, comme des bons évangélistes. Des éléments. Amen, amen, parce qu'ils nous disent non, le contrat existait, mais ils refusent de produire. Mais maintenant que nous l'avons, nous sommes en droit de dire, enfin, comme ces éléments irréfutables sont là, concluons par l'authenticité du contrat ainsi que les éléments de transfert. Pourquoi ne pas avoir attendu, par exemple, patienter jusqu'à avoir ces éléments avant de monter sur tous les toits, faire des bruits, salir l'image des gens? C'est ce que les pro-Yuma, c'est le monde d'aujourd'hui. Vous aviez également le choix de patienter. Mais vous savez, moi quand j'entends salir les gens, vous savez, nous sommes dans un état de droit. J'ai l'impression que toutes ces personnes-là, quand ils se pressent pour accéder aux fonctions de l'État, être des mandataires, ils oublient une chose. Quand vous acceptez d'accéder à ces fonctions, vous devez savoir que vous cessez d'être un homme privé, une personne privée. Vous devenez une personne publique. Ça veut dire que par exemple, pas du tout. La diffamation peut exister. Je suis ministre, je peux me plaindre de ça. Qu'est-ce que vous voulez nous faire? Vous êtes avocat. Je peux vous dire que s'ils osent aller en justice, ils vont perdre. Alors, ça veut tout simplement dire que lorsque vous accédez à ces fonctions, à ces charges, vous avez l'obligation de redevabilité de manière permanente. Vous devez savoir rendre compte quand un citoyen vous adresse un courrier ou vous contacte ou s'exprime pour dire il y a un flou dans la gestion de ce qu'on a confié à M. X.
Monsieur X, parce que vous ne gérez pas une boîte privée, vous gérez les affaires de toutes les Congolaises et tous les Congolais, vous avez l'obligation de vous exprimer. Je suis heureux d'ailleurs de constater que de plus en plus, beaucoup de mandataires commencent, ont compris et s'expriment. J'ai vu dernièrement les responsables des FPI qui n'ont pas attendu que beaucoup de gens publient, lorsqu'ils ont pris connaissance seulement dans les réseaux sociaux, qu'il y avait une déclaration les mettant en cause la gestion, ils se sont exprimés. C'est tout ce que nous leur demandons. Il n'y a pas autre chose. Ils ne gèrent pas leurs propres affaires. Ce sont les affaires des Congolais. Les Congolais, nous avons le droit de leur demander des comptes. Et c'est à tout moment, ce n'est pas à eux de nous dire quand est-ce qu'ils doivent le faire. Nous sommes en démocratie. Voilà. Alors, avant de terminer complètement ces dossiers dans sa forme qu'on évoque et qu'on entre un peu dans certains éléments que vous avez évoqués, j'aimerais quand même que vous répondiez également à ces accusations. On dit de vous que vous avez été menacé, vous avez été intimidé, parce qu'à un moment donné, on disait que la communauté katangaise se mobilise, qu'on va vous amener en justice. À part ça, on a dit que les proches des Yuma vous ont contacté et que vous aurez bouffé, comme on dit en langage courant ici, 2 500 000 $ pour revenir sur certaines de vos décisions. Nous appelons 2 500 000 $. Mais j'aurais bien souhaité que ceux qui évoquent ça, qui essayent de ramener un débat aussi important sur l'avenir d'une nation dans les niveaux des caniveaux, qu'ils produisent des preuves. Vous pensez, vous, sincèrement, que nous pouvons à la fois aller prendre l'argent des Yuma ou de qui que ce soit, mais nous mettre à épingler les fautes de gestion dans les chefs, des fautes de gestion éventuelles dans les chefs de Yuma. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas reçu l'argent qu'on parle de 2 500 000 $ américains, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est tentant ça. Voilà, mais qui a donné ça? Vous savez que ces discours de mensonges là, c'est un discours dont nous retrouvons l'ADN dans une famille politique que nous connaissons très bien, qui a excellé durant 18 ans dans ce pays, dans les accusations de ces genres. Vous parlez de c'est les Kabila. Bon, j'ai cité... 18 ans, on sait que c'est Kabila, moi j'assume, c'est moi qui cite. Je n'ai pas cité, nous savons. Vous savez que moi j'étais accusé durant tous ces règnes d'être au service des impérialistes, vous l'avez même évoqué. Vous vous rappelez qu'une des chaînes de vos confrères ont organisé des émissions pour dire que nous étions utilisés par George Soros, que je n'ai jamais rencontré. Par contre, le fils de Soros a été invité ici par l'ancien président, a été reçu comme un invité de marque par l'ancien président. On a dit que l'Union européenne nous donnait 300 000 $ par mois pour monter les activistes contre les gouvernements. Et bref. On a dit également que vous avez volé l'argent des ONG de défense. Voilà, les tout Lucha, ça. Exact, tout ça. Il y a même un procès qui serait en préparation contre vous. Mais c'est faux ça. Mais il est où ce procès-là? Ce procès-là. Vous n'êtes quand même pas sain de tous ces reproches-là. Non, il n'y a rien. Bon, vous savez, ils font ça parce que... Non, ils le font. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous dérangeons. La CAGE et moi, nous dérangeons. Nous dérangeons parce que nous travaillons pour la vérité. Tout ce que nous disons est vérifiable et vérifié. Et avant que nous puissions le dire, nous avons les éléments probants. Et je peux ici remercier toutes ces Congolaises et les Congolais qui nous font confiance. Ça vous embête pas, tout ça, ça vous dérange pas. Qui ne cessent de nous amener des éléments fiables, même les plus doutés possibles. Ces gens prennent les risques de nous les amener. Quand je vous ai dit que j'ai passé plus de 3-4 heures avec les 2 anciens premiers ministres, c'était à leur propre demande. Ils m'ont dit, par devoir de sincérité, de loyauté à notre République et de dire la vérité. Parce que vous avez commencé ce combat-là à la CAGE, venez, nous allons vous dire tout ce que nous savons de ces dossiers. Et les personnes se sont exprimées. Vous voyez combien d'agents et fonctionnaires de l'État ne se démènent à nous tirer des éléments pouvant établir comme dernièrement ici. Parce que les gens ne savent pas. Vous savez que par exemple, les recettes collectées à la suite de la retenue à la source de l'hyper dans le secteur public, la masse de cet argent a été détournée
Nous avons déjà saisi le procureur général après la Cour des comptes. J'espère que vous avez des preuves. Sinon, demain, vous allez encore revenir sur ça, nous disant non, ben, quand je les disais encore, attendez. Monsieur Kapembia, je voulais qu'on aborde quelques éléments du dossier que vous épinglez à l'époque. Moi, j'ai fait des débats sur la question avec vous. Je me rappelle, parmi les points, vous parliez notamment du fait que la GECAMINE disait que l'argent était logé dans le compte des GECAMINE Development, qui est une filière de la GECAMINE qui est déjà fermée, liquidée. Est-ce que là, vous avez des réponses, par exemple? Une autre question qui vous taraudait à cette époque-là, vous disiez notamment comment on peut aller emprunter de l'argent pour une société qui cherche à se restructurer pour financer les prêts fiscaux, alors qu'on n'emprunte pas pour la production. Est-ce que vous avez finalement des éléments sur toutes ces interrogations que vous aviez à l'époque? Nous avons déjà des éléments que nous avons collectés par nos propres moyens d'investigation, en parlant avec notamment des responsables de la DGI, donc la Direction Générale des Impôts, en parlant avec certains responsables de la Banque Centrale, certains responsables du ministère des Finances et deux anciens premiers ministres. Nous avons déjà leur point de vue sur cette question. Mais par souci de faire respecter, de nous soumettre au droit de la défense, qui est un des principes chers en droit, dans un état de droit, nous avons adressé nos courriers à la GECAMINE, au top management de la GECAMINE, avec ces interrogations précises. Dites-nous ça. Vous leur réclamez quoi? Qu'ils nous disent quoi? Qu'ils révèlent quoi? Où sont encore les zones d'ombre sur la question? Alors, parmi les zones d'ombre, c'est sur quoi la GECAMINE ne s'est toujours pas exprimée jusqu'à ce jour, c'est-à-dire les responsables de la GECAMINE. Et ils doivent savoir qu'ils doivent donner ces réponses aux citoyens congolais. Nous devons savoir pourquoi le staff de la GECAMINE a-t-il ouvert un compte bancaire auprès de la Robank sous un nom d'une société qui a été déjà liquidée depuis 1996. Mais ils doivent expliquer. GECAMINE Development. Voilà, GECAMINE Development. Parce que la législation congolaise interdit ça, notamment la loi en ce qui concerne la répression des blanchiments des capitaux. C'est interdit. Et même la Robank, nous leur avons envoyé la même question. La Robank n'a pas encore répondu. La Robank doit nous dire pourquoi elle a accepté d'ouvrir ses comptes, parce qu'elle est aussi soumise à la même législation. La loi lui dit, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire au nom d'une personne qui n'existe pas, c'est-à-dire une personne fictive. Sinon, vous tombez sur la tentative de blanchiment des capitaux. Nous les attendons. Et une autre interrogation, c'est de savoir, mais bien, c'est bien, GECAMINE, vous dites, nous avons payé les avances fiscales. Mais monsieur, la loi dit, ce sont des impôts, c'est dealer. Mais donnez-nous ne fût-ce qu'une explication. Il s'agit de quels impôts que vous avez payés? Ils ont une lettre de titrisation à la matière du ministre des Finances. Ce n'est pas un titre, le ministre des Finances n'a aucune compétence. GECAMINE produit sur la question une titrisation signée par le ministre des Finances. Ah oui, mais vous savez que nous, on est allé au-delà. Toute personne de bonne foi ne peut pas croire directement dans la lettre du ministre. Quelle est la prérogative du ministre dans la filière de collecte des impôts? Rien du tout. C'est quand même la tutelle, non? Non, mais tutelle d'un service qui a des compétences légales précises, ordonnancées. Des livrets de bordereaux pour vous permettre d'aller payer à la banque. Et vous payez à la banque, c'est sur le compte du trésor, pas sur un autre compte. Et tout ça doit être produit pour que les citoyens se rendent compte du respect de ces mandataires des lois de la République. Si cela n'a pas été respecté, nous devons le dire pour qu'ils prennent des précautions à l'avenir et que les autres mandataires ne puissent plus tomber dans les mêmes travers. Parce que ce sont des indices soit d'actes de corruption, des indices d'actes de blanchiment, des tentatives de blanchiment des capitaux ou les indices de détournement. Monsieur Kapemba, on va terminer ces dossiers de la GECAMINE pour aborder une deuxième question. Qu'est-ce que l'opinion doit retenir? Un, vous n'avez pas disculpé Yuma dans cette affaire. Puis de deux, vous n'avez pas encore clôturé
les dossiers Jekamine. Bien sûr, voilà, ce sont là les deux évidences. Youma n'est pas innocent comme on tend à le démontrer aujourd'hui. Ce sont des gens, vous savez, nous sommes dans un État démocratique où les gens se permettent d'écrire ce qu'ils veulent, mais je regrette quand même, je déplore le fait que ça ait été même parmi des journalistes qui sont toujours les partenaires de la CAJ. Ils ont utilisé la déclaration de la CAJ pour déformer son contenu afin de présenter autre chose que la conclusion finale de notre déclaration. Je crois que ça n'a pas été bon. Nous avons commencé déjà à discuter avec les uns parce que ce sont nos partenaires. Nous avons parlé avec les uns et les autres déjà hier pour attirer leur attention sur le fait qu'il faut respecter ce que quelqu'un soulève ou déclare au lieu de donner l'impression ou d'habiller ça autrement. Et certains ont pris l'engagement, les autres d'ailleurs, il y en a qui ont changé de titres, 2-3 médias, j'ai vu, ils ont modifié leurs titres et ils ont retiré ce qu'ils avaient fait avant. C'est déjà une bonne chose. Vous savez, nous sommes des partenaires, c'est normal, des petits égards peuvent se produire, il ne faut pas se lancer dans une guerre. Parce que les médias et nous sommes obligés de vivre ensemble, de nous entraider, de discuter, de dialoguer, et c'est ça que nous faisons. Rendez-vous dans 10 jours. On reviendra dans 10 jours pour avoir le rapport final, la clôture du dossier. Oui, on va pour savoir finalement qu'est-ce qu'on a fait de l'argent. En fait, sur ce qui intéresse les Congolais, qu'est-ce qui intéresse les Congolais? Qui doit intéresser les Congolais? C'est de savoir l'argent qui a été emprunté au nom et pour le compte de sa société nationale, la Jekamine. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Qu'est-ce que nos mandataires, qui sont les agents de l'État à notre service, ont-ils fait de cet argent? C'est ça qui doit intéresser les Congolais. Est-ce que cet argent a-t-il permis de payer nos compatriotes qui sont au Katanga ou à travers d'autres provinces où la Jekamine a des activités, qui sont dans des situations d'impayement, oui ou non? Est-ce que les retraités ont-ils perçu leur argent? Voilà, c'est sur quoi nous allons davantage nous cramponner, faire ce qu'on appelle les focus pour répondre aux attentes de ceux qui soutiennent et apportent leur attention au travail de la CAJ. Georges Kapemba, mettez-nous sur la liste. On attendra donc dans 10 jours pour venir finalement voir le rapport. Madame, messieurs, je rappelle ce soir que vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je vous appelle à vous abonner très massivement sur notre chaîne YouTube CPL TV, mais également à nous suivre à travers les chaînes locales ici à Kinshasa. Ce soir, notre invité, c'est donc monsieur Georges Kapemba, qui est président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Avec lui, on revient donc sur cette question du détournement. Monsieur Kapemba, je l'ai annoncé dans le thème. Oui. Vous concernant vous notamment à CAJ, l'actualité c'est également cette sorte de collectif que vous tentez de mettre en place contre M. Kalev Mouton. On vous a vu notamment avec Miyamo, on vous a vu notamment avec Ewanga et les autres. Le président de la République a dit qu'il ne va pas fouiner. Vous voulez faire quoi? Chasse à la sorcière? Est-ce que le Congo a besoin d'ouvrir une chasse à la sorcière en ce moment ici? Non, le Congo n'a pas aussi besoin d'entretenir l'impunité des plus hauts responsables des violations graves des droits de l'homme. Parce que pour réconcilier les Congolais et les Congolais, les Congolaises et les Congolais avec leurs dirigeants, nous devons absolument résoudre les problèmes de l'impunité. Ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont violé, transgressé les lois de la République, ceux qui ont voulu se maintenir au pouvoir en bafouant les droits des autres, doivent être amenés à rendre compte. C'est cet exercice-là qui est en cours. C'est un exercice encore davantage de l'anticabilisme qu'on vous attribue là. Maintenant, vous vous attaquez à ses proches, à ses collaborateurs. Vous vous délectez. Tout ce qui concerne Kabila, vous êtes tellement sensible, Georges Kapemba. Ils ne sont pas les seuls. Vous savez, toute société, regardez l'histoire du monde. Il arrive toujours à un moment où on doit s'arrêter pour dire, regardons un peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé pour refaire bien l'avenir. Passons en revue ce que nous avons fait hier, quels ont été les problèmes, quelles ont été les responsabilités pour mieux construire l'avenir. C'est ça qu'on va faire. Moi, je pense qu'il faut absolument mettre à l'écart l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a eu à rendre des loyaux services à la nation et
ça ne peut pas les concerner parce qu'il s'agit d'actes individuels. Ceux qui les ont posés en tant que tels, dans le but d'asseoir leur pouvoir, doivent répondre devant les causes. Vous parlez d'actes individuels, vous mettez de l'eau un peu dans la bouche. Avant qu'on vous me donniez un peu les détails, pourquoi vous individualisez M. Kalev? Il a quand même servi la République. C'est l'ANER et ce n'est pas l'individu Kalev. On parle justement de l'acharnement contre un proche de Kabila, vous concernant notamment, parce que vous faites focus sur M. Kalev, alors que Kalev agissait dans le cadre de ses fonctions, il fallait plutôt attaquer l'ANER. D'abord, une nuance, c'est pas moi, c'est pas la CAGE qui fait... Vous êtes avocat bien sûr, mais nous devons porter les desiderata, les attentes des victimes et des membres de leur famille. Mais ces gens sont venus, ont demandé à la CAGE un accompagnement en vue de se faire rétablir dans leur justice. Mais c'est ça la mission, ça fait partie du mandat de la CAGE, d'accompagner les gens pour les aider à accéder à la justice. C'est tout ce que nous faisons. Allons sur l'individu Kalev. Pourquoi ne pas attaquer la structure? Parce que Kalev, quand même, a travaillé. Vous parlez d'individu. Est-ce que ce n'est pas un acharnement personnel? C'est une question pertinente. En fait, voilà ce qui se passe. Les lois de la République ont déjà prévu que lorsque vous occupez une fonction étatique ou une fonction dans une entreprise privée et qu'au nom de cette organisation, de cette entreprise ou de cette institution, vous posez des actes qui violent les lois de la République, vous devez savoir que vous engagez d'abord votre propre responsabilité, la responsabilité individuelle, parce qu'en étant dans cette position de responsable de l'État, vous êtes censé connaître les lois, vous êtes censé connaître vos limites, vous êtes censé connaître aussi les droits et libertés des autres que vous ne devez pas violer. Mais quand vous les violez en utilisant votre position officielle, c'est un abus de pouvoir. Et l'abus de pouvoir peut faire l'objet de poursuites et de répressions conformément au code pénal. Donc, pénalement, M. Kalev la responsabilité pénale individuelle de M. Kalev est donc entamée, engagée dans cette situation. Et lorsque sa responsabilité individuelle sera établie par rapport aux faits qui seront examinés par la justice, ça sera aussi le tour de faire intervenir l'État au compte duquel la personne était intervenue. Et à ce moment-là, l'État va venir comme civilement responsable pour être condamné à prendre en charge solidairement avec les responsables individuels les paiements des indemnisations qui seront allouées aux victimes. Allons dans le fait. Vous reprochez quoi, M. Kalev, vous, dans votre collectif? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais vous savez que c'est un dossier pénal. On ne peut pas révéler les contenus de la plainte de chaque victime à ce moment. Elles sont combien les victimes? Nous avons qui ont... Il semble qu'il y en a encore qui viennent. Oui, il y en a qui viennent, il y en a qui sont à l'étranger, qui nous ont écrit aussi pour demander à ce qu'ils puissent faire partie de cette association, de ce collectif des victimes, afin de demander la justice. Non, mais je ne vous demande pas d'entrer dans... Je sais que vous êtes encore en phase préjudicielle et que l'instruction est secrète, mais juste les griefs que vous retenez contre cet homme, vous le chassez. Non, nous avons des victimes, globalement, la plupart des victimes ont déjà élaboré des faits, et notamment le fait d'avoir été arrêté ou enlevé arbitrairement, détenu arbitrairement, d'avoir été soumis au mauvais traitement ou d'avoir été mis dans des conditions où tous leurs biens ont été extorqués. Voilà un peu, en résumé, quelques faits que nous avons dans les différents courriers que nous avons reçus, mais aussi que nous avons actés dans les entretiens avec les victimes. Est-ce que la procédure est déjà enclenchée? Finalement, vous avez déjà déposé la plainte ou vous êtes encore en pleine rédaction? Il y a des victimes qui sont en train de rédiger elles-mêmes. Il y en a qui ont choisi déjà leurs propres avocats et bref, le processus est en marche. Je sais que si tout va bien, d'ici la fin du mois, toutes les victimes seront déjà prêtes, vont signer toutes leurs plaintes et puis il y aura une cérémonie formelle pour le dépôt de toutes ces plaintes auprès de l'autorité judiciaire compétente. Monsieur Kapiamba, ça fait plus d'un mois que Gekoko Mulumba a porté plainte avec sa famille contre Kalev. L'affaire n'a même pas encore commencé l'instruction.
Mouyambo m'a dit qu'il a déjà fait ça. On n'a pas encore fait. Qu'est-ce qui vous rassure que eux qui n'ont pas trouvé gain de cause avec la justice, avec la même personne, vous trouverez finalement gain de cause, l'instruction, l'affaire sera finalement mise en branle. Parce que depuis longtemps, Kalev, il y a déjà des plaintes contre lui, mais rien n'est fait. Non, mais il faut aussi être prudent. La recherche ici est freinée de la justice et manifestée non pas par nous, la CAJ, mais c'est principalement par les victimes et les membres de leur famille. Et donc, ce sont ces victimes qui, tous les jours, nous harcèlent pour dire, mais écoutez, vous êtes une organisation constituée pour notamment accompagner les gens, nous organiser, etc., nous donner des conseils, mais aidez-nous. Aidez-nous parce qu'à nous seuls, nous ne saurons pas y parvenir. Donc, nous sentons que depuis plus d'une année, il y a cette soif-là de la part des victimes et des membres de leur famille de pouvoir aller en justice. Le problème, ce n'est pas les membres de la famille, c'est la justice elle-même. Est-ce que vous pensez qu'avec la plainte que vous rédigez, elle se mettra finalement en mouvement pour faire son travail? La justice doit le faire. Un magistrat qui sera saisi, qui ne prendra pas de dispositions pour instruire les dites plaintes, se rendra coupable à la fois d'infraction d'abstention coupable, mais aussi d'obstruction à l'exercice des droits et libertés fondamentaux reconnus aux citoyens. Ce sont des infractions pénales qui peuvent se retourner contre eux-mêmes. Et donc, ils ont tout intérêt à examiner les dites plaintes, à démarrer une instruction sérieuse, indépendante, impartiale, pour que la vérité soit connue. Georges Kapiamba, on va peut-être terminer cette émission. J'ai abordé votre casquette du président de la CAJ. Je vous ai pris comme avocat du collectif. Je vais quand même avoir un mot de Georges Kapiamba, intellectuel et conférencier. Je vous ai vu participer à une conférence sur les 14 ans de la mise en place de la Constitution de la RDC. Ça, oui. Quelle analyse vous faites de ça? Quel est le bilan finalement de ces 14 ans? Il y a des gens qui pensent que c'est une constitution qui a été taillée sur mesure. Il y en a qui pensent que c'est une constitution qui devient de plus en plus obsolète, qu'il y a des choses qu'il faut voir. Il y a des gens qui disent que ça a été conçu dans un contexte de guerre et qu'il faut qu'on ait une constitution de paix. Vous, comme intellectuel, finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Première chose, c'est que nous avons une des meilleures constitutions de ce monde. Et nous devons en être fiers. Meilleure de ce monde? L'une des meilleures. Il y en a des meilleures, mais nous faisons partie de ces meilleures. Vous êtes fiers de la Constitution? Nous sommes fiers de l'avoir. Pour une fois, on peut tirer les chapeaux à Kabila. Pour combien? C'est quand même lui qui... Il faut féliciter ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Notamment Joseph Kabila, c'était sous son leadership. Pourquoi nous le disons? Pour deux petites raisons. Premièrement, c'est une constitution qui réserve plus de 50 dispositions à la garantie, à la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Deuxième chose, c'est que c'est une constitution aujourd'hui avec l'article 220, protège notre État démocratique, c'est-à-dire ce que nous avons choisi, l'État des droits démocratiques au cœur de l'Afrique. Et ça, c'est proclamé par tous les Congolais, toutes les Congolaises, déjà dans les préambules, que nous, peuple congolais, avons décidé, dans le cadre de cette constitution, de pouvoir créer au cœur de l'Afrique un État de droits démocratiques. Et l'article 220 aussi nous permet, verrouille, empêche toute velléité de pouvoir briguer un troisième mandat. Donc, aucun président dans ce pays, et nous tous les Congolais, Congolaises, nous devons retenir cela, ne devra faire plus de 2 mandats. Il fait un mandat, il fait 2 mandats, terminé pour lui, il doit partir parce que c'est ça que nous avons décidé. Donc voilà les éléments essentiels pour lesquels nous soutenons cette constitution, mais sans revenir sur l'organisation des pouvoirs qui n'est pas aussi mal. Et enfin, nous disons qu'aujourd'hui, il y a des gens qui soulèvent la question de la nationalité. Nous disons que ce sont des questions mineures. Nous n'avons aucun intérêt à procéder à la modification ou au remplacement d'une autre constitution. Appliquons, faisons appliquer d'abord cette constitution dans toute son entièreté pour qu'au bout de 5 ans, 10 ans, nous puissions démarrer une consultation, un débat national afin de déceler les problèmes, les faiblesses qu'il y en a et envisager éventuellement certaines modifications. Donc pour aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous n'avons pas besoin de toucher à certains articles de la Constitution. Ce n'est même pas une priorité.
Aucune des dispositions. Même non, mais la double nationalité, ça fait quand même question. Il y a des enfants, des Congolais, des Tchibang ou des Kalala qui ne peuvent pas venir dans leur pays. Non, ils viennent. Ils viennent, il y a eu des allégements. Ils doivent avoir un visa, c'est compliqué, tout ça. Non, ce n'est plus compliqué. Nous sommes au courant, nous suivons ça. La DGM, à la suite des instructions données par le président Félix Tshisekedi, nous sommes au courant, nous avons mis ce document, a pris des dispositions pour que tout Congolais qui aurait acquis une nouvelle nationalité, qui veut devenir adulte ou enfant, vienne prendre son visa d'entrée à la frontière d'entrée de la République démocratique du Congo. Plus question de les soumettre aux formalités dans les États où ils se trouvent. Ça a été déjà allégé. C'est déjà une très bonne chose. Et de deux. Mais la nationalité, est-ce que la nationalité aujourd'hui constitue une des priorités pour l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolais? Que cherchent les Congolais? Que demandent les Congolais? Deux choses. Un, que les dirigeants, ceux qui animent les institutions, les fassent au nom et pour le compte des Congolais et pour son bien. Nous ne voulons plus des dirigeants qui viennent au pouvoir pour s'enrichir, devenir des grands millionnaires et des milliardaires, qui ignorent totalement la misère des gens de Kimbanseke. Les gens qui ignorent que lorsqu'il y a eu l'accident comme du type de celui de dimanche, c'est parce qu'il y a eu une négligence au niveau du ministère des Transports et Communications. Le certificat de contrôle technique est devenu maintenant un petit document de marchandage. Vous donnez l'argent, vous en avez. On ne contrôle même pas techniquement les véhicules pour s'assurer que cet engin, une fois sur la route, ne pourra pas faucher les vies des Congolaises et des Congolais. Et enfin, ce que les Congolais veulent, c'est quoi? C'est que la paix et la sécurité. Que la guerre à l'Est se termine. Cette constitution nous garantit tout ça. Ah, mais la Constitution nous garantit. Mais je vous dis, la question de l'élection à deux tours, par exemple. Vous avez un Félix Tshisekedi, président de la République, élu à 38%. C'est quand même pas normal. Comment on peut avoir un président qui a une représentativité minoritaire, comme le président Félix, par exemple? Nous disons, nous pouvons continuer encore pendant 10 ans. On applique cette Constitution dans son état actuel. Il faudrait qu'on se consacre aux problèmes fondamentaux et urgents des Congolais. Parce que si on se lance dans ça, tous ces dirigeants vont être distraits au lieu de se réunir pour savoir comment faire baisser les taux de dollars, comment faire baisser les prix des produits de première nécessité, comment permettre aux Congolaises et aux Congolais d'accéder au logement, d'avoir des rémunérations qu'il faut, d'avoir une justice qui les prend en charge, de donner des moyens pour que les prisonniers soient bien traités, puissent manger, que les gens circulent facilement. Les gens vont commencer à passer tout leur temps à discutailler sur la modification de la Constitution. Ça va nous faire éloigner des besoins fondamentaux. Les Congolais et Congolaises ont besoin de ce qu'on travaille, que leurs dirigeants se mettent au travail pour résoudre ces problèmes les plus urgents. La modification de tours, la nationalité, ça ne fait pas partie des priorités urgentes aujourd'hui. On va terminer par cette question, l'alternance. Une année après l'arrivée de Félix Tshisekedi, on sait que vous avez maille à partir avec Kabila, avec ses proches, avec ses collaborateurs qui vous accusaient de tout. Comment voyez-vous la situation des droits de l'homme au Congo et comment voyez-vous la marche du pays une année après l'arrivée de Félix? Nous avons publié depuis le 29 janvier notre rapport sur la gouvernance de la République une année après, la gouvernance assurée par la coalition FCC-CACH. Nous avons dit que le bilan est lamentalement négatif. Mis à part le fait que nous avons mentionné quelques actions importantes, aussi emblématiques, posées par les nouveaux présidents, à savoir la libération des prisonniers politiques, à savoir le retour de tous ces politiciens qui étaient obligés, contraints à vivre en exil. Ils sont revenus. Le fait d'avoir assuré la circulation facile de tout le monde, principalement les opposants, c'est déjà là de bonnes actions emblématiques. Mais aussi le fait d'avoir assuré l'ouverture de l'espace d'expression de liberté publique. Que les personnes ne puissent plus subir d'actions de représailles parce qu'il a critiqué le président de la République, parce qu'il a critiqué telle autorité, ou parce qu'il n'est pas d'accord avec X et Y. Et que les services de sécurité fassent leur travail, notamment de prévenir toute menace
pouvant venir perturber le fonctionnement de l'État, pouvant venir déstabiliser les institutions établies et pouvant mettre à mal le fonctionnement de la démocratie et de l'État de droit. Voilà quelques acquis que nous mentionnons. Mais dans le fond, le bilan il est quand même négatif. Hein. Il n'est pas... Le bilan est négatif parce que les problèmes de base, les problèmes à caractère social des Congolais ne sont toujours pas encore résolus, aussi sans oublier le fait que les fléaux les plus redoutables, à savoir la corruption et le détournement des deniers publics, sont encore monnaie courante. On n'a pas vu la justice mener une action, une répression à la hauteur de l'ampleur de ces fléaux, de manière à protéger les biens publics contre la dilapidation que ces biens sont en train de connaître jusqu'à ce jour de la part des acteurs étatiques. Le bout du bout, alors, la toute dernière pour terminer, coalition FCC Cash, là je parle aux Congolais que vous êtes. C'est ça. Faut-il laisser ça continuer ou vous êtes plutôt d'avis comme la majorité des Congolais qu'il faut casser ces mariages que certains appellent contre nature? Nous avons dit ceci dans notre rapport, dans la conclusion. Il faut que les acteurs, les membres de FCC et Cash se remettent en cause, fassent une évaluation de la manière dont ils gèrent les pays et qu'ils cessent de se battre autour de simples repositionnements, de partage de pouvoir, qu'ils se mettent au travail pour les biens des Congolais. Mais s'ils ne le font pas, s'ils ne sont pas en mesure d'y parvenir, nous avons dit, le plan B doit être celui de faire dissoudre l'Assemblée nationale pour renvoyer tout le monde devant les souverains primaires qui doivent se donner une nouvelle majorité pour faire avancer le pays. J'ai rigolé parce qu'en parlant du plan B, vous me rappelez les pasteurs Moukoula. Merci beaucoup, M. Georges Kapiamba. Ça a été un grand plaisir d'être là, une très belle émission. J'espère que vous nous ouvrirez encore vos portes demain quand on viendra toquer pour avoir des informations concernant la marche d'Akage. Nous sommes ouverts à tout le monde. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Avant de la terminer complètement, je tenais absolument ici devant caméra dire merci à M. Georges Kapiamba qui est ici témoin, qui est présent ici. Rappelez-vous que dernièrement on a été embêtés, mon ami Peter Tiani et moi-même, par le ministre de l'Intérieur qui nous a accusé notamment d'outrage au ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si c'est une infraction qui existe. À cause de nos opinions, on a été coffré à la police criminelle et M. Kapiamba a dépêché des avocats au nom de la CACH. Des avocats qui nous ont assistés de 10h à 21h. Ils étaient là avec nous, dans la faim, dans la souffrance, dans la difficulté. Et qui communiquaient avec moi pour me permettre de continuer à faire pression sur les chefs de la police. Afin que vous ne puissiez pas passer une nuit là-bas. Je voulais saisir cette occasion pour vous dire très sincèrement merci, la main sur le cœur. Nous-mêmes, nous avons été bénéficiaires des actions de la CACH. Donc, il faut qu'on démarre. Merci beaucoup. Merci. Cette émission est terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Giscard Djoko, la main sur le cœur, on te dit très sincèrement merci pour nous permettre de faire cette émission. Je vous retrouve lors de prochains numéros de l'émission Contre nous soit dit. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube CPL TV. Retrouvez-nous également sur les chaînes locales ici à Kinshasa. Je serai heureux de vous retrouver dans nos prochains numéros. Au revoir et merci à vous de nous avoir suivis. Monsieur Kapiamba, grand merci de nous avoir reçus chez vous. Merci. Bon courage. À la prochaine. Continuez à nous défendre. Merci.